Il existe parfois dans l'histoire ces figures qui semblent avoir été sculptées par la lumière elle-même, comme si le monde entier s'était accordé pour les enfermer dans une aura si éclatante que la simple idée de faiblesse paraît inconcevable. Louis XIV appartient à cette catégorie de géants auréolés, façonnés par une propagande savamment construite et consolidée par le rituel quotidien de Versailles, où chaque geste, chaque regard, chaque silence participait à maintenir l'illusion d'un souverain surhumain. On l'imagine alors dansant des nuits entières, chassant avec l'ardeur d'un jeune homme, supervisant des heures de conseil avec la même puissance, comme si le soleil lui-même coulait dans ses veines et entretenait sa vigueur. Pourtant, dès que l'on franchit le seuil des archives médicales, un monde tout différent s'ouvre, un monde d'ombre, d'odeurs, de fièvres et de douleurs, où le roi resplendissant se dissout pour laisser place à un homme traqué par son propre corps. Un homme pour qui la souffrance est une compagne constante, fidèle et presque familière. Dans les journaux de santé du roi, qui courent sur plusieurs décennies, on observe un organisme perpétuellement mis en tension, un corps où les crises semblent se succéder sans relâche, où les fièvres s'insinuent, disparaissent, reviennent, où les inflammations s'installent dans une forme de régularité inquiétante. Le roi, dont la silhouette est devenue l'emblème d'un pouvoir absolu, apparaît comme un homme soumis aux moindres caprices d'un système immunitaire fragile. Un homme dont chaque journée pourrait basculer vers la crise sans que personne n'en touche mot, car reconnaître la douleur du souverain reviendrait à fissurer l'édifice politique entier. Le XVIIe siècle n'accordait aucune place à l'hygiène moderne. L'eau venait rarement en contact avec la peau royale. Les bains demeuraient suspects, presque médicaux dans l'esprit du temps. La propreté s'obtenait par des parfums, des eaux aromatisées, des tissus délicatement frottés. Sous les étoffes scintillantes, la peau du roi souffrait pourtant, irritée par les étoffes lourdes, envahie de germes, agressée par les frottements répétés. Les médecins relevaient des éruptions cutanées, des saignements spontanés, des troubles digestifs récurrents et des douleurs abdominales silencieuses mais tenaces. Tout un ensemble de symptômes qui, au fil des années, dessinent un portrait d'une précision presque dérangeante. Louis XIV vivait dans un corps facilement inflammable selon les historiens de la médecine. Un corps toujours susceptible de basculer dans la crise aiguë. Parmi les zones les plus tourmentées de cette anatomie fragile, la bouche se détache comme une sorte de gouffre où la douleur semblait s'être installée dès la jeunesse. Le roi souffre de caries multiples, de nécrose dentaire, d'inflammations constantes, et chaque intervention chirurgicale vécue durant son règne témoigne de la brutalité de la dentisterie de l'époque. L'opération d'avril 1685 est digne d'un cauchemar. Félix, principal chirurgien royal, entreprend d'extraire une dent infectée et finit par arracher avec elle une partie du palais supérieur. Le bruit de l'os fracturé, l'effroi des médecins, l'écoulement constant entre la cavité nasale et la bouche qui s'ensuit, tout est absolument effroyable. L'ouverture ainsi créée provoque une gêne respiratoire durable, une douleur lancinante et une souffrance que les archives décrivent avec une précision chirurgicale. Le roi manque de mourir d'une septicémie et l'opération laisse derrière elle un traumatisme qui durera toute sa vie. Les journaux décrivent une mauvaise haleine insoutenable, héritage direct de ces infections buccales qui alimentent une inflammation chronique des voies respiratoires. L'odeur est telle que certains courtisans ne peuvent se tenir trop près de Louis XIV. Les épisodes de fièvre se multiplient, l'appétit diminue durant certaines périodes, les douleurs s'étendent vers les oreilles et les sinus, créant un réseau de souffrances qui rappellent au souverain que son corps, malgré les apparences, est un terrain miné où le moindre geste peut réveiller la douleur. Et pourtant, malgré l'accumulation de ces épreuves, un autre épisode s'impose dans la mémoire du royaume avec une force symbolique presque démesurée. La fistule anale de 1686. Rien n'aurait pu être plus humiliant,
surtout pour un roi dont la posture publique exigeait l'infaillibilité la plus absolue. Et pourtant, l'infection s'installe, se creuse, se complique, nourrie par des bains trop chauds, prescrits avec assurance, mais contre-indiqués par la médecine moderne. La douleur devient un poignard constant qui l'empêche de s'asseoir, qui lui interdit presque de marcher, qui transforme chaque déplacement en un supplice secret. L'opération, réalisée sans anesthésie selon la volonté du roi, se déroule devant plusieurs témoins. Félix incise, tranche, ouvre cette fistule dans un effort chirurgical d'une difficulté extrême. Et pourtant, il s'est entraîné sur bon nombre de condamnés à mort afin d'être prêt pour le royal séant. Les textes rapportent que le chirurgien, pourtant habitué à ces gestes, aurait vacillé devant la vision du tissu infecté. Le roi, quant à lui, demeure immobile, stoïque, figé dans une détermination presque surhumaine. Il émerge alors une mode étrange où les élites se font opérer de leurs propres hémorroïdes, comme si la douleur royale déclenchait un phénomène d'identification grotesque. Cet épisode a littéralement changé la face du monde, puisque le Dieu sauve le roi, composé par le clergé pour la guérison du souverain, est devenu l'hymne national anglais, rien de moins. Mais les maladies qui jalonnent la vie de Louis XIV ne s'arrêtent pas à ces épisodes spectaculaires qui ont traversé les siècles. Dans les marges plus discrètes des journaux de santé et dans les silences éloquents des médecins de la maison médicale du roi, on distingue également l'ombre d'une autre affection, plus intime, plus compromettante dans un royaume où l'image du souverain devait rester d'une pureté absolue. Certains symptômes décrits avec prudence, qu'il s'agisse de brûlures urinaires, de douleurs périnéales persistantes ou de sécrétions caractéristiques, laissent entrevoir la possibilité d'une gonorrhée contractée dans la jeunesse du roi, probablement au cours de ces aventures galantes qui marquèrent ses jeunes années. Sans faire de diagnostic définitif, les historiens de la médecine remarquent une concordance entre les observations du temps et les manifestations typiques de cette maladie vénérienne. Cette hypothèse, bien qu'impossible à prouver avec certitude, ajoute une nuance supplémentaire au portrait d'un roi dont la chair, malgré les ordres du cérémonial et les illusions de la propagande, portait bien des secrets. À mesure que les années avancent, un mal beaucoup plus visible s'empare de son corps. La goutte, cette maladie aristocratique par excellence qui touche les articulations avec une cruauté d'autant plus marquée qu'elle semble liée au mode de vie de ceux qu'elle frappe. Les crises se répètent avec une intensité croissante, transformant les pieds du roi en masses enflammées, découpant ses nuits en fragments douloureux où aucun mouvement ne lui permet le repos. Ces médecins notent des périodes entières où la marche devient presque impossible, où les chevilles gonflent jusqu'à la démesure, où les mains elles-mêmes se raidissent et refusent de lui obéir. Les journées de travail, pourtant maintenues avec acharnement, s'allongent alors en véritable marathon physique où le roi joue le rôle d'un souverain inébranlable, tandis que son corps proteste de toutes ses fibres. Une autre ombre plane sur le roi déjà affaibli. Les archives évoquent une soif inhabituelle, des accès de lassitude persistante, une sensibilité accrue aux infections, autant d'indices qui évoquent à l'historien moderne un possible terrain prédiabétique. Rien n'autorise un diagnostic formel, mais la concordance entre ces symptômes et la dégradation progressive de son organisme renforce l'impression d'une fragilité générale, d'un corps dont les mécanismes de régulation s'essoufflent lentement. À partir de 1710, la silhouette du roi trahit une fatigue profonde. Il apparaît plus maigre, plus voûté, presque consumé par un règne qui semble peser sur lui comme une charge beaucoup trop lourde. Pourtant, il refuse obstinément de ralentir son rythme. Il faut sauver la face. La dernière épreuve de sa vie se déroule comme une tragédie silencieuse dont chaque acte est consigné avec une grande rigueur dans les journaux de la maison médicale. Tout commence par une douleur discrète,
presque banale, dans la jambe gauche, près du tibia, au cœur de cet été 1715. La zone se détériore rapidement, passant du rouge au noir, formant une plaque dure et inquiétante qui s'ouvre bientôt en ulcération. La gangrène, d'abord lente, progresse ensuite avec une rapidité effroyable. Les médecins décrivent la putréfaction croissante, la peau qui se détache en lambeaux humides, l'odeur lourde et insupportable qui envahit les appartements, au point d'obliger certains courtisans à détourner la tête pour ne pas trahir leur dégoût. La chair du roi se délite, révélant les limites d'un corps humain soumis à la décomposition, tout royal qu'il soit. Malgré la progression de cette horreur, Louis XIV conserve sa superbe. Il continue à recevoir son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, auquel il tente de transmettre son royal héritage. Sa voix, affaiblie par la douleur et la fièvre, résonne comme une ombre de son ancienne gloire. Les médecins, eux, sombrent peu à peu dans une panique silencieuse. Incapables de contenir la progression de la gangrène, ils débattent d'une amputation, suggestion qui sonne comme une tentative désespérée d'arracher le roi à son destin funeste. Louis XIV refuse cette opération, dont il comprend parfaitement l'issue probable. À son âge, dans cet état, une amputation sans anesthésie n'est rien d'autre qu'un suicide officiel. Cette lucidité, rapportée par les sources, contraste durement avec l'agitation inquiète des médecins. C'est alors qu'un personnage fait irruption dans cette scène morbide. Un charlatan, dont les origines demeurent incertaines, se présente au roi. Il brandit une eau prétendument miraculeuse et une pommade concoctée à partir d'herbes rares, affirmant pouvoir inverser la gangrène. Le roi accepte le traitement, la situation étant désespérée. À la surprise générale, l'illusion semble prendre. La douleur se calme légèrement et les médecins retiennent leur souffle. Le roi retrouve même une expression apaisée. Pourtant, cette accalmie n'est qu'un sursis. La gangrène reprend son avancée, plus brutale encore. La fièvre monte, la douleur s'intensifie et la supercherie est avérée. Le charlatan est renvoyé et l'ombre de la mort s'installe définitivement dans la chambre. Les 5 jours d'agonie qui suivent se déroulent dans une atmosphère lourde, presque palpable. Louis XIV dérive entre les moments de lucidité et les délires, tandis que les courtisans s'entassent autour de son lit, comme les témoins silencieux d'une chute qui les dépasse. Les médecins notent chaque symptôme, chaque souffle, comme si l'écriture pouvait contenir la progression de la mort. Au matin du 1er septembre 1715, à 8h15, Louis XIV s'éteint enfin. Son corps, qui avait été pendant des décennies le symbole de la monarchie, gît désormais sans force, comme une simple enveloppe désertée, révélant une vérité que personne n'osait admettre. Le soleil s'est éteint, et ce qui reste n'est qu'un homme mort. Les chirurgiens de la maison médicale du roi s'empressent d'accomplir l'ouverture du corps selon des règles strictes, car chaque organe doit suivre son itinéraire spécifique. On pratique toujours à cette époque la tripartition des corps sur les dépouilles royales. Les viscères sont retirés avec une précision méthodique et envoyés à Notre-Dame de Paris, où ils rejoindront les dépôts sacrés. Le cœur, objet politique autant que dévotionnel, est confié aux jésuites du collège Louis le Grand. Pendant ce temps, les parfumeurs remplissent la dépouille d'aromates rares dans un contre-la-montre avec la décomposition déjà avancée, tandis que les embaumeurs cousent la chair avec soin, scellant le corps dans un drap de toile cirée qui aura la lourde responsabilité de maintenir l'apparence du roi malgré la corruption qui progresse. La chambre de parade, où le corps est ensuite exposé, devient un lieu chargé d'une atmosphère dense où la mort demeure omniprésente malgré les tentatives pour la cacher sous les parfums et les étoffes. Les courtisans se succèdent dans une procession continue. La dépouille joue encore un rôle, le dernier de tous, celui d'un monarque qui,
malgré la décomposition, impose une dernière fois la puissance de sa présence. Lorsque la procession funèbre quitte Versailles pour rejoindre la basilique Saint-Denis, la scène prend une dimension presque mythologique. La nuit avale les contours du cortège, tandis que des centaines de flambeaux s'élèvent à travers l'obscurité. Les chevaux avancent dans un rythme lent et solennel. Les officiers de la maison du roi encadrent la dépouille avec une rigueur militaire, et les ordres religieux entonnent des psaumes qui résonnent contre les façades, se mêlant au murmure du vent. La foule se presse le long du trajet, attirée par ce spectacle que l'on ne voit qu'une fois par génération, observant la lente avancée du cercueil. Dans l'air flottent des émotions contradictoires, respect, curiosité, mélancolie, mais aussi une forme de lassitude presque coupable, car certains ressentent que ce règne si long avait fini par peser sur les épaules du royaume comme une chape de plomb. Lorsque la dépouille atteint la basilique Saint-Denis, le rituel se déploie dans une solennité presque mécanique, tant les gestes semblent répétés depuis des siècles, avec la même lenteur majestueuse. Les prêtres accomplissent les prières requises. Les encensoirs projettent dans l'air une fumée épaisse qui enveloppe la scène d'une brume sacrée, et les voix des chœurs résonnent contre les murs de la nécropole. Le corps est placé parmi ceux de ses ancêtres, rejoignant la longue lignée des rois de France qui dorment sous les pierres froides de Saint-Denis. Pourtant, malgré l'effort liturgique destiné à sacraliser cet instant, la vérité biologique persiste. Le corps du roi n'est plus qu'une matière mortelle, une enveloppe qui se dégrade, un souvenir incarné qui ne résistera pas au temps. La vie de Louis XIV, lorsqu'on l'examine à travers la lentille médicale, se révèle alors avec une intensité inattendue. Elle n'est plus seulement l'histoire d'un souverain conquérant, mais celle d'un homme qui tenta sans cesse de maintenir debout un corps fragile, fissuré, brûlé par des inflammations répétées. Un homme qui dut assumer la charge vertigineuse d'un règne absolu, tandis que ses organes, ses articulations, ses nerfs, sa peau même, se rappelaient à lui avec une obstination presque cruelle. Cette tension entre le symbole triomphant et la réalité intime, entre l'apparence solaire et la chair souffrante, confère à Louis XIV une dimension presque tragique. Sa mort apparaît ainsi comme le dernier dévoilement d'une vérité que la monarchie avait passé des décennies à envelopper de soi, de cérémonial et de fiction. Derrière les ors de Versailles, derrière l'éclat des fêtes, derrière la pompe ininterrompue de la cour, il y avait un homme dont le corps se débattait chaque jour contre sa propre faiblesse. Le soleil, en réalité, n'avait jamais brillé sans effort. Il avait dû lutter pour éclairer le royaume. Et c'est cette lutte invisible, incessante, qui révèle aujourd'hui la profondeur humaine du roi, que l'histoire avait recouvert d'un éclat trompeur. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du Pire. Et d'ici là, continuez de briller.